Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Judaïka, il est 8h, nous sommes le vendredi 4 août et qui dit vendredi, eh bien dit Bruxelles Métula. VDI. Bruxelles Métula. Stéphane Juffa avec nous depuis Israël. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Jim et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, vous êtes avec nous également tout au long de l'été. On décrypte avec vous l'analyse internationale, l'actualité israélienne aujourd'hui qui est riche avec la police israélienne qui a tout simplement indiqué que des soupçons de corruption, de fraude et d'abus de confiance pèsent sur Benyamin Netanyahou. Alors on analyse ça avec vous Stéphane dans un instant. On sait que c'est son ancien chef de cabinet Ari Haro qui en fait va devenir tout simplement un allié du gouvernement. Il va recevoir un allègement de peine en échange d'informations sur Benyamin Netanyahou. Stéphane, est-ce qu'on sait exactement sur quoi portent ces accusations ? Alors même si on sait, Jim, on n'a pas le droit d'en parler parce qu'en même temps que la police israélienne a fait ses annonces, elle a également annoncé qu'un avis de censure total et absolu avait été émis qui court jusqu'au 17 septembre. Donc on peut même pas parler des deux cas. Ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on savait avant, ce qu'on sait maintenant et les implications politiques. Pour éclairer la lanterne de nos auditeurs, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est connu, c'est deux dossiers, ce qu'on appelle le dossier 1000, qui a trait aux relations un petit peu spéciales entre le Premier ministre Benyamin Netanyahou et le producteur d'Hollywood Arnon Milchan. Ça peut sembler pas très sérieux de prime abord, mais ça porte sur des demandes de produits de luxe pour des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros que Monsieur Netanyahou et sa famille avaient demandé au producteur Milchan. Ça, c'est donc le dossier 1000. On rappelle aux auditeurs que on n'a pas le droit, quand on est Premier ministre ou ministre ou même haut fonctionnaire d'État, de demander des cadeaux en espèces ou des cadeaux tout simplement à personne, parce que simplement on perd sa liberté et puis on engage l'État à devoir quelque chose à des organismes ou des personnalités privées, ce qui va à l'encontre bien entendu des intérêts de l'État. Et puis le deuxième dossier qui est connu, c'est le dossier 2000. C'est les discussions de Benyamin Netanyahou avec le grand patron du quotidien Yediot Aharonot, Arnon Moses. Il se serait arrangé pour se neutraliser entre les médias qui sont ouvertement favorables à Benyamin Netanyahou, comme Israël Hayom, Israël aujourd'hui, qui est en quotidien gratuit, et puis le Yediot Aharonot et les médias du pool d'Arnon Moses, qui bien entendu est interdit parce que ça porte atteinte à la liberté de la presse et au droit du public de savoir. Puis ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des enquêtes qui sont menées dans le cadre de l'achat des nouveaux avions d'entraînement italiens pour l'armée de l'air, donc ces avions qui sont déjà en service. Et puis bien entendu, le cas des sous-marins allemands, où la police suspecte l'entourage de M. Netanyahou et M. Netanyahou peut-être également d'avoir acheté trop de ces sous-marins dans des conditions assez floues et de s'être peut-être enrichi dans ces tractations. Et puis ce qu'on nous dit, c'est qu'il pourrait y avoir d'autres affaires. On en connaît en tout cas une ou deux, mais comme je l'ai dit préalablement, on n'a pas le droit d'en parler, Jim. Alors donc on n'en parlera pas. L'événement nouveau, c'est comme vous l'avez précisé, c'est le fait que Ari Haro, qui était le chef de cabinet de Benyamin Netanyahou, qui est un ami de Benyamin Netanyahou, pas un ennemi, mais qui a été lui-même inquiété, qui est également suspecté en fait des mêmes chefs d'accusation que Benyamin Netanyahou, mais pour d'autres domaines, dans d'autres dossiers. Eh bien, Ari Haro, pour se défendre, est en train de se constituer témoin d'État, c'est-à-dire qu'il est en train de passer un accord avec la police
et les instances judiciaires pour dire tout ce qu'il connaît des cas qui sont sous enquête, contre, comme vous l'avez dit également, Jim, en allègement de sa peine, c'est-à-dire qu'à la place d'aller en procès, eh bien, on ficelle le procès à l'avance, on s'entend sur une peine qui est pas forcément une peine de prison, et puis à la place d'avoir le procès de Harry Haro, eh bien, Harry Haro se place du côté du procureur et devient un témoin à charge de ceux qui auraient commis des malversations, des dols dans d'autres dossiers. Alors, Harry Haro n'a pas encore signé cet accord avec le parquet. Un accord de ce genre doit obtenir l'aval d'un juge. C'est donc pas uniquement la police et les enquêteurs qui se mettent d'accord avec le témoin d'État. Mais il faut également que le juge se détermine que les proportions de la peine et les conditions, ce que le témoin d'État a à vendre est suffisamment intéressant pour justifier cette diminution de peine contre le dit témoin. Mais on est très avancé dans cette voie. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que Harry Haro a travaillé de longues années avec Binyamin Netanyahou. C'est un intime des intimes et il connaît pratiquement tout ce qu'a entrepris le Premier ministre pendant cette période. Si le Premier ministre a effectivement commis des infractions telles celles qui lui sont reprochées, eh bien, il n'y a personne qui est mieux placé que Harry Haro pour connaître de ce qui s'est passé. Donc, cette fois, il y a vraiment le feu dans la demeure des Netanyahou. On sent la tension très présente et les réponses du clan Netanyahou sont pas suffisantes. La réponse principale qu'on a entendue hier, parce que tout ça s'est passé hier, c'est il ne va rien se passer parce qu'il ne s'est rien passé. C'est la réponse de la famille Netanyahou, des avocats de Netanyahou, dans tous ces cas où il est reproché au Premier ministre des activités qui sont incompatibles avec la fonction qu'il occupe, Jim. Alors Stéphane, on a donné tous les détails techniques qu'on a le droit de donner à nos éditeurs encore ce matin, mais d'un point de vue, on va dire, politique, diplomatique pour la suite, il va se passer quoi en Israël ? Parce que même si Benyamin Netanyahou n'est pas destitué, même si les choses juridiques prennent du temps, est-ce qu'on peut l'imaginer affaibli même au sein de sa coalition ? On peut le forcer à démissionner ou des partis peuvent le lâcher en cours de route ? On ne peut pas le forcer à démissionner. La discussion a déjà eu lieu. Qui dit qu'un acte d'accusation serait éventuellement prononcé contre Binyamin Netanyahou, un acte d'accusation dans un pays démocratique, en état de droit, eh bien, ne signifie en aucune façon que la personne qui est visée est coupable. Il n'y a qu'un tribunal qui peut décider de la culpabilité de quelqu'un dans un état démocratique. Donc, en théorie, Binyamin Netanyahou, même si un acte d'accusation a été dressé, pourrait continuer d'être Premier ministre. La question se pose non plus sur le terrain de la légalité et de la légitimité, mais sur le terrain politique et sur la capacité qu'a un Premier ministre de continuer à faire son travail si un acte d'accusation est dressé contre lui. Déjà maintenant, au niveau humain, on peut se poser la question parce que cette semaine, la femme de Monsieur Netanyahou a été interrogée pendant plusieurs heures par la police, son entourage direct, sa famille, lui aussi. Dans ces conditions, combien de temps est-ce qu'il lui reste pendant la semaine et combien d'influx, surtout combien d'énergie il lui reste pour s'occuper des affaires de l'État d'Israël, qui est entouré d'ennemis, qui est dans une situation délicate. C'est une question qu'il est nécessaire de se poser. On rappelle que Ehud Olmert, quand un acte d'accusation avait été dressé contre lui et qu'il était Premier ministre, eh bien, s'était mis en vacances de pouvoir. Il avait transféré les rênes, en tout cas temporairement, à Tzipi Livni. Il les avait jamais repris parce que ça s'est terminé par des élections
où leur parti avait perdu, ils avaient gagné les élections, mais ils avaient perdu la gouvernance. C'est, à notre avis, l'unique manière de se comporter, mais nous ne sommes pas Netanyahou, et le Premier ministre nous a souvent surpris dans son attitude à cet égard. Maintenant, au Likoud, il y a des loups avec des très grandes dents, surtout à la droite de Binyamin Netanyahou. On ne lui fait pas de cadeaux, on ne lui fera pas de cadeaux. Et notamment le ministre Katz qui lorgne sur la place de Premier ministre, sur le poste de Premier ministre. À l'extrême droite, il y a également un personnage comme Moshe Feiglin qui lorgne sur ce même poste. Dès que le mâle alpha, le chef de la bande, sera encore plus fragilisé par ces affaires, eh bien, on sait, il y a pas de doute à ce propos, que les attaques les plus percutantes, les plus saignantes viendront de son propre parti, et quelque part, on sent que les 8 années de gouvernance de Monsieur Netanyahou s'approchent d'une manière ou d'une autre de son terme. À part ça, on peut pas rester au pouvoir indéfiniment. Mais là, avec l'accusation de corruption, on rappelle aussi à nos auditeurs que corruption, ça signifie de longues années en prison si les accusations sont vérifiées, si en tribunal prononce la culpabilité de quelqu'un, surtout au niveau du Premier ministre. Nous avons toujours été très stricts sur Bruxelles Metula et dans nos deux médias, dans le respect de l'idée qu'une personne est innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable. On va continuer à se comporter de cette manière, mais on ne peut pas fermer les yeux puisque c'est la police qui a fait ces annonces. Dans la police dit d'un Premier ministre qu'elle le soupçonne de corruption, de fraude et d'abus de confiance, c'est-à-dire qu'elle soupçonne le Premier ministre d'avoir commis des irrégularités qui pourraient l'envoyer en prison pour une durée de 5 à 10 ans, en gros. Donc on est obligé d'en tenir compte au niveau politique, et ça affaiblit bien entendu non seulement le Premier ministre, mais également l'État d'Israël, lorsque le Premier ministre a à prendre des décisions stratégiques ou à rencontrer des responsables d'autres États, voire à négocier des accords sécuritaires et autres avec nos voisins ou des grandes puissances. Donc c'est un impact important sur la vie politique israélienne et sur la sécurité d'Israël. Maintenant, à la question qu'est-ce qui va arriver, il va rien arriver ces prochains jours, il va arriver quelque chose ces prochaines semaines, parce que la police et le parquet vont devoir rapidement, à cause justement de la fragilisation de l'État et des capacités de prendre des décisions, on ne peut pas faire durer ce genre d'investigation, d'enquête ad aeternam, puisque justement des intérêts supérieurs sont impliqués. Donc on peut s'attendre, disons, dans un délai maximum d'1 mois, de savoir si des actes d'accusation vont être dressés. On saura aussi quelle est la réaction du Premier ministre s'il se met en vacances de son poste, ou bien si au contraire, eh bien il continue à nous dire qu'il ne va rien se passer, puisque rien ne s'est passé de Chine. On suivra ça de très près, notamment avec vous, tout l'été et dès la rentrée. Stéphane, une affaire importante qui implique donc le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Plus d'informations également dans nos différentes éditions des journaux. Stéphane, on quitte Israël, mais on va pas très loin. On prend la direction à présent du Liban pour parler de l'offensive du Hezbollah. Stéphane, on en est où pour le moment au Liban ? Vous me disiez en préparant cette interview que le Hezbollah prend tout simplement le contrôle du pays. Ouais, c'est juste. Ça s'est passé pendant ces 2 dernières semaines dans le Jurde d'Ersal. Alors, je pense que la plupart des auditeurs savent ni où se trouve Ersal, ni ce qu'est un Jurde. Un Jurde, c'est une région de pierraille, un endroit qui ressemble un peu à une surface lunaire, une région désertique, comme il en existe en termes libanais. Il en existe plusieurs au Liban, notamment autour de cette ville d'Ersal, qui se trouve sur la frontière syrienne. Alors, ce qu'il y a de spécial dans un Jurde, c'est que il est très difficile. Il n'y a pas de route dans un Jurde parce qu'à cause de cette pierraille, il y a des sortes de cratères.
c'est très facile de s'y cacher. Et comme il n'y a pas de route, il n'y a pas non plus de frontière définie entre le Liban et la Syrie, ce qui a fait de cette région une région très convoitée d'un côté syrien par les sunnites, notamment Al-Nosra et ceux qui ont remplacé Al-Nosra, en tout cas dans leur manière de s'autonomer, et puis de l'autre côté le Hezbollah. Alors, pardon. Le Hezbollah et l'armée syrienne ont profité de l'affaiblissement des rebelles sunnites notamment, pour lancer des offensives tous azimuts, bien entendu avec d'une part l'aide de l'aviation russe et des commandos russes qui ont massacré des milliers et des milliers de personnes, dont des civils. C'est comme ça que la tendance de la guerre civile a été inversée. Et d'autre part, ce qui nous a beaucoup étonné, ce dont on a parlé notamment la semaine dernière dans plusieurs articles de la MENA, c'est l'accord assez bizarre qui a été passé entre Donald Trump et Vladimir Poutine, par lequel Donald Trump, étrangement, a donné les coudées franches à Vladimir Poutine, et Vladimir Poutine s'en sert au Liban pour décréter des zones pacifiées, notamment le long de notre frontière, à 22 kilomètres de la rédaction de Metouladon, depuis laquelle je vous parle. Maintenant, il y a la zone de Homs qui a également été neutralisée. C'est la Pax Poutina, et en mettant à profit justement cette Pax Poutina, alors que la rébellion est en nette récession et que l'État islamique est sur les genoux, au bord de la dislocation, la Syrie et le Hezbollah ont profité de la situation pour faire le ménage sur la frontière entre le Liban et la Syrie dans la région d'Ersal. Ils l'ont fait avec des moyens très importants. Ils l'ont fait avec l'aviation syrienne qui a bombardé les rebelles sunnites sans défense antiaérienne. Ils ont progressé assez facilement face aux rebelles. Ça s'est arrêté par une sorte de cessez-le-feu qui ressemble plus à une reddition qu'à autre chose, et en échange de prisonniers. À noter que le Hezbollah a eu de nombreuses pertes, des dizaines voire des centaines de miliciens ont été tués. Et ce qui nous intéresse le plus, et ce qu'on a entendu dans votre question, Jim, c'est quel est l'impact de ces activités, de cette opération sur le Liban. Eh ben simplement, les auditeurs le savent aussi. Normalement, c'est un État qui protège ses frontières et qui décide du moment où il entre en guerre ou pas. Au Liban, nous sommes arrivés à la situation où l'État qui possède une armée a simplement positionné son armée sur la frontière syrienne pour participer indirectement à cette offensive de la Syrie et du Hezbollah. En fait, ils ont servi de filet de protection en empêchant les combattants rebelles, les combattants sunnites, de s'échapper de la sphère, de l'ère des combats. Et ils en ont appréhendé plusieurs dizaines et vraisemblablement tué d'autres. L'un des grands problèmes, c'est que beaucoup de ces combattants sont libanais, sont sunnites. L'autre problème, c'est qu'au Liban, malgré l'omniprésence du Hezbollah et de son mentor iranien qui a en fait décidé, c'est le gouvernement iranien qui a décidé avec le gouvernement syrien de ces opérations et simplement donné des ordres à ces supplétifs du Hezbollah, eh bien, ce sont eux qui font la loi au Liban, certes, mais le Liban possède toujours entre les chrétiens et les musulmans sunnites une majorité, et des soldats, une majorité de soldats, 80% des soldats de l'armée libanaise sont soit sunnites, soit chrétiens, et il y a uniquement 20% de musulmans chiites. Et il y a un immense malaise, cela crée un immense malaise dans la société libanaise qui se demande pourquoi l'armée libanaise, avec justement la majorité que je viens de dire, participe à une guerre contre des sunnites, et pourquoi le Hezbollah, les terroristes du Hezbollah, reconnus comme terroristes par l'Union européenne et les États-Unis notamment, et l'ONU, pourquoi les terroristes du Hezbollah vaudraient mieux que les terroristes sunnites de Syrie. Bien entendu, cette question n'a pas de réponse. Et puis, pour rendre la situation encore plus compliquée, eh bien, lors de la rencontre entre le Premier ministre libanais Hariri et le président Donald Trump
il y a un peu plus d'une semaine aux États-Unis, eh bien le président Trump a vanté les mérites de l'armée libanaise à combattre et à éradiquer le Hezbollah. Soit il est mal informé, soit ses intentions sont de créer encore plus de questionnements au sein de la population et des politiciens libanais, en se demandant de cette manière pourquoi le Liban autorise une organisation terroriste et reconnue comme telle à faire le travail de son armée, qui signifie en gros que le pauvre président Michel Aoun, le président officiel et élu par le Parlement du Liban, eh bien, n'a plus aucun pouvoir à part de nommer des ambassadeurs et des ministres, et puis que sur le terrain, ce sont le Hezbollah, et qui dit Hezbollah, le gouvernement iranien qui fait la loi et qui décide de qui va vivre et qui va mourir, et surtout avec qui le Liban est en paix et à qui il fait la guerre. C'est un développement qui nous fait grand souci ici en Israël, parce que nous avons une longue frontière avec le Liban, et plane toujours à l'horizon une possible confrontation avec la milice du Hezbollah. Et qui dit milice du Hezbollah dit toujours, comme je viens de le mentionner, indirectement avec l'Iran. C'est ce qui nous préoccupe le plus au sens stratégique, ce qui préoccupe le plus bien évidemment le gouvernement israélien et les responsables de Tsahal. Stéphane, on va terminer notre entretien par une petite page football. Et cette fois, il y a de bonnes raisons de le faire parce qu'il y a eu de jolis résultats, de beaux matchs également avec plusieurs clubs israéliens en lice dans les Coupes d'Europe. On terminera avec les deux clubs de Tel Aviv qui jouaient hier l'Europa League, la qualification pour l'Europa League. Mais on commence avec l'Hapoel Beersheva qui, ça y est, s'est qualifié pour les barrages de la Champions League. Il ne reste donc plus que 2 matchs pour accéder au pool. Ce serait le jackpot financier également pour le petit club israélien. Mais Stéphane, ce match, il était assez pénible à regarder, non ? Il était carrément insupportable, Jim. Le suspense, Hitchcock aurait eu une crise cardiaque. En fait, Hapoel Beersheva avait emporté sur le score de 2-0 une semaine auparavant à Beersheva. Donc il avait 2 points d'avance avant le match retour. Il fallait pour Ludo Goretz, qui est le champion de Bulgarie depuis 6 années consécutives, grâce notamment à un tycoon, un oligarche bulgare qui est allé acheter 10 joueurs brésiliens. Il y a 10 joueurs brésiliens dans cette équipe. Une équipe qui brille également en Champions League, puisqu'elle a atteint la phase des poules 2 fois consécutivement ces dernières années. C'est quand même une grosse équipe européenne, pas au niveau des plus grands comme le PSG ou Barcelone, bien entendu, mais juste après, surtout grâce à leurs moyens. Et c'est une très bonne équipe avec ces joueurs brésiliens. Il y a un joueur bulgare à Ludo Goretz. Il devait gagner par 3-0. Et puis, à un moment donné de la partie, il menait 3-0. Et puis, il dominait outrageusement les débats, même si Hapoel Beersheva se ménageait tout autant d'occasions de marquer, mais les galvaudaient les unes après les autres. Il fallait absolument pour Hapoel Beersheva marquer un but. Ça a été fait par le moins bon joueur de Beersheva mercredi dernier, s'agissant de Mohamed Gadir, qui occupait le poste d'avant-centre, mais qui s'était présenté 3 fois tout seul devant le gardien Jorge Brown, le gardien argentin de Ludo Goretz, et qui avait loupé de manière terriblement surprenante. Eh bien, c'est ce même Mohamed Gadir qui, aidé par la pointe du soulier d'un des défenseurs bulgares, a réussi à réduire l'écart. On en était à 3-1. 3-1 grâce au but marqué à l'extérieur. Ça qualifiait Beersheva. Et puis on a dû attendre jusqu'aux dernières secondes. Il y a eu 5 minutes de temps additionnel. Et il aurait suffi à Ludo Goretz de marquer un goal. Et ils sont passés très très près de cela. Et puis nous, on a commis l'irréparable. C'est-à-dire qu'à la 85e minute, on a hérité d'un penalty pour une faute de main dans la surface de réparation. Et malheureusement, un des meilleurs éléments d'Hapoel Beersheva, pardon, je suis un peu enroué ce matin, John Ogu a manqué le penalty, donc on aurait pu réduire l'écart à 3-2 et obliger
obliger les Bulgares à marquer 2 buts en 5 minutes. Ça n'a pas été fait. Il a tiré le penalty comme on botte en essai de rugby. Donc on a souffert, c'était vraiment un suspense terrible et insupportable jusqu'à la dernière seconde. Mais aujourd'hui, Hapoel Be'er-Sheva, qui est une très bonne équipe avec de très bons éléments, de loin la meilleure équipe israélienne, est donc qualifiée pour ces matchs de barrage. On attend à 13h le tirage au sort pour connaître l'adversaire d'Hapoel Be'er-Sheva. Et puis, pour faire la jonction avec les 2 autres clubs israéliens qui étaient engagés, on attend 1 heure plus tard de connaître l'adversaire du Maccabi Tel Aviv, Jim, qui dans un match abominable a battu en Grèce, à Athènes, Panionios, par 1-0. Les Tel Aviviens l'avaient déjà emporté 1-0 ici une semaine auparavant. On a eu droit à un but marqué depuis le corner par Atsili, la nouvelle recrue du Maccabi Tel Aviv, qui est entraîné par Jordi Cruyff, le fils de Johan Cruyff, qui est lui aussi un très bon joueur, un très bon entraîneur. Il faut dire que ce match était d'une qualité monstrueuse. C'était un combat. On n'a pas vu d'action de football. Et ce qu'on peut dire, c'est que les 2 équipes étaient aussi nulles l'une que l'autre, techniquement indignes d'une Coupe d'Europe et même d'un championnat national. Et puis ceux qui étaient un tout petit peu moins mauvais que les autres, et on n'exagère rien, c'est-à-dire Maccabi Tel Aviv a obtenu cette qualification, mais s'il n'y a pas de changement radical au niveau du fond de jeu de Maccabi Tel Aviv, eh ben ils vont pas réussir à passer les barrages. Eux disputeront les barrages pour accéder à la phase de poule dans la Ligue Europa, qui est la 2e compétition en importance du football européen. Et je pense que vous allez me poser maintenant une ou 2 questions concernant le match assez extraordinaire qui a opposé hier le Zénith Saint-Pétersbourg à la petite équipe de quartier de Bnei Yehuda, Jim. Oui, Stéphane, mais je pense que vu le timing, vous vous emballez un peu sur les 2 questions. Je vais vous en poser une demi. Donc, c'était un bon match, un bel exploit face au Zénith Saint-Pétersbourg. Mais voilà, Bnei Yehuda reste un petit club. Ils n'ont pas réussi à franchir ce petit cap, ce petit but qui aurait pu les faire rêver. Mais voilà, Stéphane, ce sera peut-être pour l'année prochaine. En tout cas, on leur souhaite. Stéphane, nous, on ne se retrouvera malheureusement pas la semaine prochaine pour des petits soucis techniques. Mais on vous retrouvera déjà dans le courant de la semaine prochaine. On fera un beau Sen Metula de début de semaine, si ça vous va. Ça me va très bien et ça me permet de vous souhaiter à tous, puis c'est la période des vacances, une magnifique fin de semaine, du repos et du soleil, pas trop peut-être, parce que j'ai